Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici donc au 4e temps de notre cycle annuel sur l'éducation passerelle vers le futur. Nous avons déjà vu la fois dernière combien il était important d'envisager le développement des sens par rapport à cette éducation. Aussi bien pour les enfants, naturellement, que pour nous, qui sommes censés aussi faire preuve d'éducation. En effet, le thème annuel ne compte pas traiter uniquement de l'éducation des enfants, ce serait extraordinairement réducteur, mais de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que quand on se pose toujours la question comment changer l'éducation, on dit toujours qu'il faut commencer par changer les éducateurs. Et donc c'est nous qui avons à nous auto-éduquer par rapport à tout ce travail. Et c'est comme ça que la passerelle vers le futur va pouvoir être amenée. La fois dernière, nous avons commencé par deux sens extrêmement importants, le goût et l'odorat. Et nous avons vu que ces deux sens, ils sous-tendent tout parce qu'ils sont très reliés à ce qu'on a appelé le sens des valeurs. Ils ne nous apprennent pas grand-chose sur le monde extérieur. C'est pour ça que quelquefois on les considère comme relativement secondaires dans notre panoplie sensorielle. Parce qu'ils nous apprennent surtout des choses à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on apprécie avec le sens du goût ou pas? Ou est-ce qu'on est capable de s'unir ou de ne pas s'unir avec ce qu'on a apprécié avec le sens de l'odorat? Donc apprécier ou pas, s'unir ou pas, c'est vraiment le sens profond de ce goût et de cet odorat. Et on a vu que finalement, c'était eux qui allaient diriger aussi les autres sens, parce que s'il va s'agir, comme nous allons le voir aujourd'hui, de bien écouter, ou bien de bien toucher, comme on va le voir le mois prochain, ou bien de bien voir, comme on le verra dans 2 mois, ben oui, mais si on en a envie, si effectivement ça nous correspond. Parce que si le goût bloque, si on n'a pas du tout envie de s'y mettre, il ne se passera rien du tout. Donc c'est vraiment la base fondamentale de notre travail sur les sens. Nous entrons dans 3 sens, l'ouïe, le toucher et la vue. On les appelle les sens majeurs. Parce que contrairement justement au goût et à l'odorat, ils vont nous enseigner énormément de choses sur le monde extérieur. Et souvent d'ailleurs, je vous en avais parlé la fois dernière, quand nous-mêmes on s'interroge sur l'intérêt qu'on porte à tel ou tel sens, c'est vrai que quelquefois on ne porte pas tellement d'intérêt au goût et à l'odorat. Par contre, c'est vrai que l'ouïe, le toucher, la vue sont au nombre de ceux qu'on n'aimerait pas perdre du tout parce qu'on les considère comme fondamentaux pour s'y retrouver donc dans le monde qui est le nôtre. Intéressant de voir également que ces 3 sens sont complètement reliés aux 3 aspects que sont le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, les 3 aspects de la personnalité. Donc le sens de l'ouïe est tout particulièrement relié au plan physique. On en reparlera. Le toucher est relié à l'émotionnel et la vue au plan mental. Par conséquent, comme nous, en tant que personnalité, nous fonctionnons constamment à travers ces 3 corps, le physique, l'émotionnel, le mental. On peut donc dire que le sens de l'ouïe, le sens du toucher et le sens de la vue, eux aussi, ils sont là en permanence. Et c'est vrai que dans notre expérimentation quotidienne, il n'est pas toujours facile de les séparer les uns des autres, parce qu'ils sont toujours très présents en même temps. Et pourtant, comme nous l'avons fait avec le goût et l'odorat, qui eux aussi ne sont pas forcément faciles à séparer, il va être important de les spécifier. Il va être important de les regarder les uns après les autres parce que c'est vrai qu'ils nous amènent des choses très intéressantes dans l'éducation à partir du moment où on sait les pratiquer individuellement, à partir du moment où on sait ce que chacun d'entre eux peut apporter. Je vous disais qu'ils nous renseignent beaucoup sur le monde extérieur en termes de rayons, en termes de qualité d'énergie. Il y a quelque chose qui est très flagrant d'ailleurs avec le goût et l'odorat, c'est que le goût et l'odorat sont des rayons chaîne paire. On avait vu que le goût c'était rayon 6, l'idéalisme, l'odorat c'était rayon 4, l'harmonie par le conflit. Donc c'était vraiment des rayons intérieurs. Alors qu'au contraire, avec l'ouïe, le toucher et la vue, nous allons avoir le rayon 7, le rayon 1, le rayon 3, donc des rayons tout à fait structurels, des rayons impairs, et donc on change complètement d'ambiance. Mais naturellement, ça n'aurait aucun intérêt si ces 3 sens ne nous renseignaient que sur le monde extérieur. Il est bien évident que ça, c'est l'apparence, ça, c'est le premier point que nous allons aborder, mais qu'il nous révèle, exactement comme les autres sens, il nous révèle progressivement ce que nous sommes à l'intérieur. Donc ils ne vont pas s'arrêter évidemment au monde extérieur. Je spécifie ça parce que c'est vraiment une manière complètement différente de les aborder que par rapport aux autres. On va commencer par l'ouïe, parce que les enseignements ésotériques nous disent que dans l'histoire de l'humanité, ça a commencé comme ça. Les tout premiers humains, il y a quelques millions d'années, étaient ces êtres qui avaient simplement le sens de l'ouïe. Puis ils ont développé le toucher, et enfin ils ont développé le sens de la vue. Et on dit que ésotériquement, c'est exactement la même chose pour les enfants, même quelquefois au niveau fœtal. Le premier sens à se développer, c'est vraiment l'ouïe. Naturellement, les scientifiques qui ont choisi d'autres critères d'évaluation ne sont pas toujours d'accord avec ça. Ils disent souvent qu'au niveau fœtal, c'est souvent le toucher qui commence, mais bon, c'est souvent sur d'autres critères parce que ce n'est pas forcément relié à la conscience. En tout cas, au niveau ésotérique, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'histoire de l'humanité, dans notre capacité à nous de relier ces sens à la conscience. Et donc c'est dans ce sens que nous allons les étudier. Donc nous commençons avec le sens de l'ouïe,
Le premier sens, celui qui est en rapport avec le plan physique et qui est tellement important pour nous, dans notre existence physique. Qui dit sens de l'ouïe, dit d'abord le son. Pour bien comprendre comment est-ce qu'on va aborder ce monde-là, il faut bien comprendre ce que c'est que le son. Au départ, un son, c'est une onde concentrique, exactement comme lorsque vous balancez un caillou dans de l'eau et que vous voyez les ondes qui émanent comme ça. Voilà. C'est une onde comme ça qui se propage et qui, comme elle va se propager horizontalement dans un fluide, que le fluide ce soit de l'air ou bien dans de l'eau ou dans n'importe quel autre fluide, mais pour nous, on va dire l'air, c'est quand même ce que nous pratiquons le plus couramment. Cette onde contracte et dilate l'air, et c'est cette variation de contraction de l'air que notre tympan enregistre, c'est transmis au sens de l'ouïe, et à partir de là, ça reconstruit, ça recrée ce qu'on appelle des bruits, des sons, des paroles, de la musique. Bref, tout ce que nous considérons comme quelque chose de phénomène sonore. Donc pour nous, c'est relié à l'air. On pourrait dire que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Et effectivement, c'est ce qu'on nous dit en science, si on va se balader dans l'espace, il n'y a absolument pas de son. Il n'y a aucun bruit. Du moins, il n'y a aucun son pour notre oreille humaine. Il serait peut-être plus juste de dire il n'y a aucun phénomène sonore. Alors qu'en réalité, les ondes qui produisent, lorsqu'elles rencontrent de l'air, les ondes qui produisent des sons, elles sont bien présentes dans l'espace. Elles sont là. Donc l'espace n'est qu'un silence apparent pour nos oreilles qui ne perçoivent les choses qu'à travers la couche d'air. Mais finalement, si on en revient à la causalité du son, on peut s'apercevoir que c'est beaucoup plus complexe et que tout ce qui est vibratoire, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler un son, en élargissant le phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance que ça a dans tous les enseignements, cette histoire du son. Chaque son est porteur d'une information. Chaque son a une origine. Chaque son est souvent un mouvement. Et donc on sent bien qu'il y a un point de départ. C'est pour ça que je vous prenais l'image tout à l'heure du caillou jeté dans l'eau. On voit bien les ondes concentriques et on peut imaginer là où c'est parti. Il y a une cause première. Et donc c'est porteur d'informations. Si vous entendez certains sons, vous dites tiens, il pleut. Tiens, ça c'est une avalanche. Tiens, ça c'est un éboulis de pierre. Ça c'est un train. Tiens, c'est un avion. On peut réussir à mettre un nom, une explication sur tout son parce qu'il est porteur d'une certaine information. On peut même aller plus loin et on en revient tout de suite à nous, humains, parce que c'est surtout là que ça va nous intéresser. On va dire que tout son est porteur d'une intention. Vous pouvez même l'écrire avec un I majuscule parce que cette intention, quand on remonte dans les enseignements, elle est avant tout l'intention du Créateur. Que ce créateur, vous le situiez à n'importe quel niveau, que ça puisse être un logos, que ça puisse être le monde de l'esprit, le monde de l'âme. À chaque fois, donc, on dit que toute création va s'opérer à partir d'un son fondamental. Et que ce son est une onde porteuse qui va progressivement, par la loi d'octave, descendre de plus en plus dans ce qu'on pourrait appeler les graves, c'est-à-dire une vibration de plus en plus lente jusqu'à toucher le monde physique. C'est pas pour rien si le rayon qui est relié au sens de l'ouïe, c'est le rayon 7. Le rayon 7, c'est le rayon du 7e plan, c'est le rayon qui gère le plan physique. C'est là où se passe toute la création jusqu'au plan physique des choses. Donc vous voyez, le son est vraiment le son créateur. Qu'on en parle justement dans tous les écrits ésotériques ou qu'on en parle simplement pour nous à notre niveau, le son est fondamentalement créateur. C'est ce que nous vivons par exemple dans notre quotidien. Il a toujours été mis en évidence que nous créons par nos paroles ou par nos silences, que nous pouvons même détruire quelquefois, c'est une forme de création par nos paroles. Et donc on a vraiment une capacité avec le son de tout faire. Et que naturellement cette intention, elle émane pas toujours de haut. Quand nos intentions de parole peuvent émaner tout simplement de l'émotionnel, du désir, de nos affects, de nos colères, de nos bien-être, ça peut émaner du mental, ça peut émaner de la personnalité, et puis effectivement, ça peut émaner de l'âme. Mais quelle que soit l'origine du son, évidemment la création n'est pas du tout la même, mais il y a toujours création. Le son est toujours porteur d'une intention créatrice. Pour vous donner un petit renseignement, mais je ne pourrais pas aller loin là-dedans parce que c'est trop compliqué, mais peut-être que ça vous évoque déjà des choses. Il faut comprendre que le son est le langage commun entre l'humanité et le monde des Devas. Le monde des Devas, c'est ce monde qui est parallèle sur Terre avec l'humanité, et c'est ce monde qui est créateur de toutes les formes sur Terre, ce qu'on appelle les esprits de la nature. Donc ce qu'on appelle les esprits de la nature, c'est un monde qui va créer toutes les formes, y compris les nôtres, des végétaux, des animaux, des minéraux, même la Terre elle-même. Le monde des formes est créé par les Devas. Et comment le font-ils? À partir du son. C'est pour ça que depuis l'origine de l'humanité, on trouve toujours
des musiques qui peuvent paraître quelquefois simplistes quand on a un jugement hâtif, en disant ah bah tous ces gens qui n'ont pas inventé la musique, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé des tam-tams. Et ils jouent du tam-tam, le même rythme comme ça, nuit et jour, sans s'arrêter. Et quelquefois on a tendance un petit peu à se moquer, et ce à tort. Parce qu'effectivement, tous les peuples anciens connaissent parfaitement le moyen, et le seul moyen de communiquer avec le monde des dévas, avec les esprits de la nature, à savoir le rythme. Et donc pourquoi est-ce qu'ils pratiquent ainsi assidûment le rythme? Parce que c'est le seul moyen de faire des choses, d'arriver à des résultats très tangibles avec le monde des dévas, c'est par le rythme. N'oublions pas que tout son est un rythme. Le La, par exemple, sur lequel on accorde nos violons, comme on dit, le La de l'orchestre, c'est un La qui vibre à 440 vibrations par seconde. C'est mathématique. Si vous doublez, vous obtenez un La à une octave supérieure ou un La à une octave inférieure si vous le dédoublez. Donc c'est vraiment parfaitement mesurable. Donc 440 vibrations par seconde, c'est un rythme. Donc tout son est mesurable comme un rythme. Et voilà pourquoi le secret finalement de la communication entre le monde de l'humanité et le monde des dévas, c'est le monde du son. Y compris les sons inaudibles. Parce qu'on ne se rend pas compte combien, quand nous bougeons, tout mouvement, même quand on ne fait pas de bruit, tout mouvement fait du bruit. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un qui bouge pendant ce temps-là? Avez-vous déjà essayé de dire « je vais te dire quelque chose d'extrêmement important » et que la personne pendant ce temps-là est en train de s'activer? « Oui, vas-y, je t'écoute. » Vous ne pouvez pas. Vous avez simplement envie de lui dire « non, mais assieds-toi 2 minutes, j'en ai pas pour longtemps, mais il faut que je te dise. » Parce que ça fait du bruit. Tout mouvement fait du bruit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que dès l'aube de l'humanité, on a eu des rituels. On a eu des choses qui se sont faites en ordre. Donc non seulement la vibration, la communication avec les dévas, non seulement ce sont des sons, non seulement ce sont des mantras, mais ce sont aussi des invocations, des prières rythmées, et ce sont aussi des mouvements rythmés. Et voilà pourquoi la plupart du temps, on a complètement perdu le sens des rituels et qu'on trouve ça, excusez-moi, un petit peu vieillot et un peu ridicule. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, quand on a oublié le rythme exact sur lequel doit se faire chaque mouvement, la note sur laquelle doit se prononcer chaque mantra, ça ne produit rien du tout. Les dévas ne sont pas au rendez-vous. Ou alors pas celles qu'on espérait. Donc c'est vrai que l'humanité va un jour, avec l'ère du Verseau qui est l'ère du rayon 7, l'ère de Louis, on va véritablement retrouver progressivement ce savoir-faire, retrouver les rituels parce qu'on saura exactement sur quel rythme on doit véritablement accomplir tel geste, sur quelle note on doit dire tel mot pour qu'il puisse avoir un effet. En ce qui nous concerne, nous, le mot créateur fondamental, c'est celui que vous connaissez tous, on l'appelle le Om, qui s'écrit de 2 manières, ou bien de cette manière-là, Om, et qui se prononce Aum, en 3 sons. Et ce son-là, c'est vraiment le son créateur par excellence. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce le Om avec Aum, eh bien, on fait descendre la conscience dans la forme. C'est quelque chose qui est extrêmement créateur. Il est tout à fait déconseillé pour nous d'employer ce Aum parce qu'on n'est pas loin de la magie noire. Si on ne sait pas l'employer à bon escient, c'est quelque chose qui peut même pour nous peut nous plomber parce qu'on ne peut même pas se rendre compte à quel point c'est des choses qui peuvent vraiment nous faire redescendre bien bas. Par contre, nous connaissons la version libératoire qui est le Om. Donc c'est exactement le même mantra, mais cette fois-ci en 2 sons, Om, qui fait justement le complémentaire du Aum. Ça veut dire qu'il aide l'âme à se libérer de la forme. C'est très indispensable, ça souvent en méditation, quand on est un peu plombé, quand ça ne va pas bien du tout, prononcer le Om en tant qu'âme, eh bien c'est véritablement créateur. Ça c'est un des pouvoirs fondamentaux du son. Je ne vais pas m'appesantir parce que j'en ai pas le temps, mais on en a parlé souvent donc, dans la conférence, comment prononcer ce Om. C'est vous dire donc l'importance du son créateur et à quel point le sens de l'ouïe va avoir une importance dans l'éducation parce que c'est apprendre à se rendre compte combien on a un outil créateur à notre disposition et que souvent on ne se rend pas compte. On ne peut même pas écouter ce que ça crée ou ce que ça détruit. Donc voilà pourquoi le sens de l'ouïe va être important à éduquer. On pourrait dire également que tout est porteur d'un son. Le son est la signature de tout. Le son, c'est ce qui signe une présence. Qu'il s'agisse naturellement d'une machine, d'une pluie, d'un orage, etc. Tout porte la signature d'un son. Tout ce qui existe est qualifié par un son. Nous-mêmes, on est complètement qualifié par un prénom, un nom. Et vous savez combien il y a une adéquation entre le prénom de quelqu'un et ce qu'il est. Finalement, un prénom, c'est quelque chose qui agit sur nous un peu comme un mantra. Et même si au début, en tant que bébé, peut-être qu'on ne correspond pas exactement au prénom, on va finir par y correspondre. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout souhaitable d'utiliser les diminutifs.
Bon, si vous dites mon amour, ma chérie, c'est pas un diminutif, c'est un peu à côté. Bon, peut-être que si c'est pas encore complètement mon amour, ça va le devenir, d'accord, c'est intéressant. Mais par contre, si vous dites oh ma petite bibi, non, ça c'est des diminutifs. Et comme on l'oublie souvent, un diminutif, ça diminue. Donc ça n'amène pas vraiment la personne à être à la hauteur de ce qu'elle est. C'est vraiment quelque chose qui diminue complètement la personne. Et vous remarquez que dans certains cas graves, où les gens, on ne les appelle plus que par des diminutifs, parce que tout le monde dans la famille ou tout le monde dans les amis l'appelle comme ça, la personne finit par diminuer effectivement à la mesure du mantrame, de la façon dont on l'appelle et dont on l'affuble. Donc c'est pour ça que les prénoms sont vraiment quelque chose d'important qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que ça fait partie des sons créateurs. Est-ce que nous-mêmes, nous avons conscience que chacun de nos corps porte une signature? Notre corps physique porte une note. Alors bien sûr, quand on dit une note, on s'imagine, qu'est-ce que je vais entendre comme note? Entendez par là une vibration. Parce que finalement, tout son, ça n'est qu'une vibration qui vibre à un certain nombre de hertz. Nous, on peut entendre que de 20 à 20 000 hertz, ce qui est minime par rapport à l'échelle de vibration qu'on pourrait entendre et qui existe partout dans l'univers. Nous, c'est une tranche réduite. C'est pour ça qu'il faut élargir complètement le processus sonore à ce qu'on n'entend pas. Et c'est là, naturellement, que va nous emmener le sens de l'ouïe. Il va partir de ce qu'on entend concrètement, il va nous emmener dans des zones que nos oreilles ne perçoivent pas. Et là, on va s'apercevoir que progressivement, c'est avec tout notre être qu'on va utiliser le sens de l'ouïe, de même que nous avons vu qu'avec le goût et l'odorat, c'est avec tout notre être qu'on les pratique, et pas simplement avec la langue ou avec le nez, dès qu'on remonte dans les niveaux supérieurs. Notre corps physique, il a une certaine note. Quelquefois, c'est pas facile de se percevoir pour soi. Mais c'est vrai que quand on connaît plusieurs personnes, ou quand vous pensez plusieurs personnes, et que vous le faites par différence, et que vous dites, tiens, mais quelle musique, quelle note, quelle vibration tu mettrais au corps physique de telle personne ou de telle autre, etc. Et on s'aperçoit que, ah bah oui, tiens, ça sonnerait pas pareil, ça serait pas le même état vibratoire. Peut-être qu'on trouverait qu'il y en a certains aspects, c'est plus lourd, plus léger, ou plus... Ça change. Mais on peut aller plus loin. Quelle note avons-nous d'un point de vue émotionnel? Est-ce qu'on connaît notre propre note, notre corps émotionnel d'une manière générale? Quelle est la note? Quelle est la qualité, la musique de notre corps mental, de notre personnalité créatrice? Quelle est la note de l'âme? Et c'est là que nous emmène Louis. C'est finalement découvrir ça. Quelle est la note de l'âme? Donc vous voyez, les sons, très rapidement, vont remonter dans l'inaudible. Mais n'empêche que c'est là parce que ça vibre. L'âme vibre. Et puis bien au-delà, l'esprit que nous sommes vibre. Et on ne peut pas y mettre une qualité, pour l'instant on n'a pas contact avec l'esprit. Mais ça vibre aussi de la même manière. Les maîtres de sagesse vibrent. Si on était capable de pouvoir le faire la différence, contacter le Bouddha actuellement, c'est pas du tout la même note que contacter le Christ ou que contacter Maître Zhualku ou le Maître Kuthumi. Ce sont des maîtres de sagesse complètement différents et chacun a sa note bien particulière. Et celui qui pratique justement une ouïe totalement subtile ne peut pas confondre entre toutes ces notes-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, vous voyez, d'arriver à concevoir que cette musique des sphères, elle est absolument énorme et fantastique. Et puis ça va encore bien au-delà. Parce que là, je suis encore dans les êtres les plus évolués, je suis dans le monde de l'âme, etc. Mais il faut vous imaginer que l'espace, dont je disais tout à l'heure que pas un bruit sonore ne circule dans l'espace, mais l'espace est complètement empli de sons. Est-ce que vous vous rendez compte que finalement les planètes ont chacune leur son, leur vibration? Les étoiles ont chacune leur vibration, même les galaxies. La NASA, il n'y a pas très très longtemps, a mis à notre disposition, sur Internet d'ailleurs, la musique de Jupiter, de Saturne, de Mercure, de Vénus. Et ils ont réussi à percevoir les notes électromagnétiques qu'émettent chaque planète. Et on traduit ça en sons parfaitement audibles pour nous. Il suffit de les remettre dans une fréquence que nous pouvions entendre. Et comme nous vivons sur une planète où il y a de l'air, on peut les entendre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas les entendre dans l'espace que ça n'existe pas. Bien évidemment, c'est là, c'est très présent. C'est vraiment quelque chose qu'on peut entendre. Tout cet ensemble de notes des étoiles, qui sont tous des êtres fantastiques, qui sont des consciences, ne l'oublions pas, c'est le 7e règne de la nature. Les planètes qui sont le 6e règne de la nature, eh bien toutes ces notes-là emplissent complètement l'espace, celles de l'âme, de l'esprit. Ésotériquement, on appelle ça le silence. L'ensemble de ces sons, l'ensemble de ces vibrations, c'est ce qu'on appelle le silence avec un S majuscule. C'est ce qu'on appelle l'harmonie des sphères. Je sais s'il y a eu des recherches de fait sur l'harmonie des sphères, les philosophes, Copernic, etc. Ils étaient persuadés qu'effectivement, chaque planète émanait une note de musique, puisque tout était mathématique et que la musique est extraordinairement mathématique dans ses intervalles. Mais bon, on a fait des recherches, il y a eu plusieurs versions, c'est assez amusant, mais fondamentalement, c'était vrai.
Chaque planète émane réellement une vibration particulière. À nous de pouvoir progressivement entrer là-dedans, dans cet univers sonore qu'on appelle le silence, que quelquefois on en parlera tout à l'heure, on appelle ça quelquefois la voie du silence. À notre niveau, c'est là par où on peut entrer dans ce silence. Et finalement, peut-être que le sens de l'ouïe, plus tard, au fur et à mesure de nos évolutions, nous emmènera de plus en plus à entrer pour écouter, pour comprendre ce fantastique silence. Et quand on en arrive là, eh bien on arrive au sommet, au dernier maillon de l'ouïe qu'on appelle la béatitude. La béatitude, c'est le sommet de ce que peut appeler le sens de l'ouïe. La capacité d'entendre tous les sons. Nous n'en sommes pas tout à fait là pour l'instant. Redescendons et commençons donc par le premier point, l'ouïe physique. Le sens de l'ouïe tel que nous pouvons tous le comprendre. Nous avons vu à propos du goût et de l'odorat qu'à chaque fois, chaque sens répond à une question bien particulière. Avec le goût, c'était « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Avec l'odorat, c'est avec quoi est-ce que je peux m'unir ou avec qui je peux m'unir. Là, en ce qui concerne l'ouïe, la question est aussi précise. C'est en présence de quoi ou en présence de qui je suis. Qu'est-ce qui est présent là devant moi? Alors bien sûr, au niveau physique, c'est tout à fait facile, c'est tout à fait évident. On reconnaît très facilement la plupart des sons, on reconnaît les voix, on reconnaît des machines, on reconnaît un avion, d'un train, d'une voiture, etc. Donc tout ça, ça nous est présenté. Plus on avance dans le monde physique dans lequel on est, plus on a un univers qui est peuplé de sons et de bruits. C'est intéressant d'ailleurs de voir que plus on descend la courbe de l'involution, plus on est dans des civilisations qui créent non seulement une pollution de l'air, mais une pollution sonore. Plus on fait du bruit. C'est vrai que les peuplades qui sont toujours encore peu technologisées, les peuplades qui sont encore très simples, ils sont extraordinairement silencieuses. Ne serait-ce que la plupart du temps, ne serait-ce que pour chasser, il y a intérêt à ne pas faire de bruit. Pour survivre dans la forêt, il ne faut pas trop faire de bruit, il ne faut pas trop la ramener. Donc c'est vrai qu'ils sont complètement dans le silence. Et puis plus on arrive à rentrer dans la conscience individuelle, plus on va occuper le bas de la courbe, plus on rentre complètement dans le bas de la courbe, et plus on fait du bruit. Plus on évolue, et plus on rentre à nouveau en conscience, plus on se rend compte qu'on a besoin de silence, qu'on supporte de moins en moins le bruit, qu'on supporte de moins en moins les bruits constants de la ville, par exemple. Quand on vit quelque peu à l'écart ou dans un endroit calme, ou quand on a un appartement qui donne sur une cour intérieure, et que d'un seul coup on se retrouve en ville avec le bruit incessant, c'est pas possible, et c'est fatigant. Le bruit est une des plus grandes causes de fatigue, même si on ne le remarque pas. Et donc on s'aperçoit que cette fameuse courbe que vous connaissez, la courbe d'involution et d'évolution, qui fait qu'on involue, on arrive en bas au niveau du moi et on évolue, eh bien on a silence, boucan, silence. Donc toute invention qui va vers le silence ou qui va vers le moins de bruit est donc forcément évolutif. Comme par exemple la voiture électrique. C'est un très bon signalement, ça veut dire qu'effectivement ça fait partie de l'évolution, puisque si c'était généralisé, on serait vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus silencieux. Donc voilà ce que c'est que l'ouïe physique, on la connaît bien, ça nous sert de point de repère, on sait très bien comment ça fonctionne, parfait. Mais c'est pas ça qui va nous passionner, donc pendant très longtemps, on va passer rapidement au degré juste au-dessus, donc en rapport avec le corps émotionnel, à savoir donc la clairaudience émotionnelle. La clairaudience émotionnelle, c'est une capacité qu'on a tous. Oh, quelquefois, bien sûr, on entend parler de clairaudience émotionnelle ou de gens qui sont clairaudients, des gens qui écoutent des voix, des gens qui entendent des voix, qui sont médiums, qui sont un petit peu channel. Bon, je ne parle pas du tout de ça parce que ça, c'est très, très particulier et ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable à développer parce que c'est vraiment aller se balader dans l'astral. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que la clairaudience émotionnelle, ça va nous demander à nous de réussir à dépasser complètement l'apparence physique des sons, de manière à pouvoir réussir à entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière le son? C'est là où on va dépasser complètement la machine. Vous remarquerez que la clairaudience émotionnelle, votre assistant, votre commande vocale de téléphone va être incapable de le faire. En effet, si vous dites oui Siri, ok Google, quel temps il va faire demain? Il va vous répondre. Si vous lui dites quel temps il va faire demain? Il va vous répondre la même chose, je viens de te le dire. Si vous lui dites quel temps il va faire demain? Il va vous répondre à nouveau la même chose. Alors que si vous dites ça à une personne, il dit qu'est-ce qu'il y a, ça te met en colère le temps qu'il va faire demain? Ou alors, disons, ça a l'air de te rendre joyeux le temps qu'il va faire demain à toi. C'est-à-dire que la personne, immédiatement, c'est évident, c'est tellement évident pour nous, perçoit non pas le message, on entend le message, mais surtout ce qui passe à l'arrière-plan. Donc, à travers la clairaudience émotionnelle, ce qu'on entend, c'est ce que vous dites à travers ce que vous dites.
C'est quel état émotionnel est là. Est-ce que vous êtes joyeux, vous êtes dépressif, vous êtes content, vous êtes énervé, est-ce que vous êtes patient, vous êtes impatient, bref, qui va passer au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau du désir, à travers ce que vous dites, à travers le son. Ça, c'est justement notre capacité de faire ça. Et ça va être intéressant de voir que quand on n'a pas suffisamment ou qu'on ne développe pas suffisamment cette finesse de la clairaudience, c'est comme si on n'était pas plus loin qu'une commande vocale. Par exemple, monsieur et madame se promènent dans la rue. Madame voit un magnifique bouquet de fleurs. Il dit à monsieur, « Oh, bah, il y a longtemps que tu m'as pas offert des fleurs, elles sont jolies celles-là. » Et monsieur dit, « Ouais, c'est vrai. » Voilà. Vous voyez, ça vous fait rire tout de suite. Parce que vous percevez immédiatement que ça ne va pas. Et que madame va dire progressivement, monsieur, tu n'as aucune écoute. Comment ça, une écoute? Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Mais comment ça, n'écoute pas ce que je te dis? Regarde, tout ça, on est passé devant les fleurs, tu n'as rien entendu? Si, j'ai parfaitement écouté. Tu as dit il y a longtemps que je t'ai pas offert de bouquet de fleurs. Oui, alors? Bah, c'est tout. T'as pas compris que ça voulait dire que j'en voulais? Ah, peut-être qu'elle demandait. Je t'offre tout de suite, moi, sans problème. Et vous remarquerez que quand on dit que quelqu'un manque d'écoute, on parle de clairaudience émotionnelle. On ne parle pas « tu ne m'as pas écouté » physiquement. C'est pour ça que souvent, quand on dit à quelqu'un « tu manques d'écoute », la personne peut vous répondre « non, tu viens de dire très exactement telle phrase ». Oui, je ne parle pas de ça, je ne parle pas au niveau factuel, je parle de ce qu'il y avait derrière. Tu n'as pas entendu ce que je voulais dire. Ben non, tu n'as qu'à le dire directement. Quand on répond comme ça, tu n'as qu'à le dire directement, on ne vaut pas mieux qu'une commande vocale. Siri et OK Google font exactement ça, pareil, de la même manière. Excusez-moi, j'ai pas compris que vous vouliez des fleurs. Mais demandez-le moi directement, je vous indique tout de suite sur Internet l'adresse d'un fleuriste. C'est là où on voit à quel point on a effectivement, nous, une sensibilité à cette clairaudience émotionnelle ou qu'on ne l'a pas. Et du point de vue de l'éducation, c'est vraiment extraordinairement important. Comment est-ce qu'on peut éduquer si on ne sent pas ce qu'il y a derrière les paroles d'un enfant? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Derrière des paroles anodines, d'après un air détaché, derrière une bêtise qu'il fait, et dont il sait parfaitement que c'est une bêtise, quel est le message caché? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est là qu'on commence tous à être psychologue. Un psychologue, s'il commence par entendre à la manière commande vocale ce que lui dit la personne, c'est même pas la peine, il peut fermer boutique. S'il commence par prendre pour argent comptant ce que les gens lui racontent, non. Le psychologue, c'est justement d'écouter ce qui est dit, mais surtout ce qui n'est pas dit, ou ce qui est mal dit, ce qui est non dit, ou ce qui est déformé, ou ce qui est laissé supposer. C'est ça son boulot, de manière à aider la personne peut-être à mettre ça au premier plan et à pouvoir le voir elle-même si elle n'arrive pas à le voir. C'est ça le boulot du psychologue. Et nous, notre travail, notre clairaudience, c'est ça. C'est d'arriver finalement à se reposer la question autrement que physiquement. En présence de quoi sommes-nous? En présence de quel état d'être sommes-nous? C'est ça que pose. Voilà quelqu'un qui dit des choses, ou voilà quelqu'un qui pose des actes, ou voilà quelqu'un qui se conduit comme ça, ou quelqu'un à la télévision, une personne qui parle politique, ou qui parle social, ou qui parle de tel ou tel sujet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En présence de qui sommes-nous? Et c'est intéressant de voir que les personnes qui ont une sensibilité par rapport à ça, très souvent, en écoutant par exemple telle ou telle personne, disent « c'est bizarre, mais je ne le crois pas. J'ai aucune raison, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais ça sonne faux. » Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, tu disais tout à l'heure que nous sommes plusieurs notes en même temps. Nous avons une note d'âme, de personnalité, mentale, émotionnelle, physique. Et pour que ça sonne juste et qu'on ait l'air vraiment sincère, il faut que toutes ces notes soient à l'unisson. Que toutes ces notes soient vraiment accordées sur un même accord. Que ce soit un accord parfait, comme on dit en musique. Mais s'il y a des dissonances, s'il y a des frottements, on l'entend. Alors qu'on n'entend rien. On n'entend pas que ça sonne faux. C'est une façon de s'exprimer en français, mais qui est très 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 juste. Parce qu'à un moment donné, si moi je pense A, mais que je vais dire B pour pas froisser, ou pour tromper, ou pour avoir la paix, etc., ben la personne va dire ça sonne faux. C'est pas ça, c'est pas juste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ce c'est pas juste va laisser supposer le mensonge, va laisser supposer la manipulation, consciente ou inconsciente. Et donc ça ouvre vraiment la porte à toutes sortes de dérèglements. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est important de voir que plus on développe cette ouïe, plus on développe cette clairaudience, plus on comprend ce qui se passe justement à l'arrière-plan des choses, à l'arrière-plan de notre communication. On arrête de se fier aux apparences. Et ça, c'est vraiment une des choses fondamentales. On arrête de se fier aux apparences. L'ouïe nous dit en face de quoi on est. Oui, ça c'est l'ouïe physique, mais la clairaudience nous dit oui, mais quel état de conscience est là? Je suis en train de communiquer avec quel état de conscience?
Comment se comporter avec ce qui n'est pas dit ou ce qui est mal dit? Comment est-ce que je peux réussir véritablement à l'entendre? C'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça que régulièrement, on peut s'apercevoir qu'on est face finalement à quelqu'un qui a l'air d'un gros dur, comme ça, puis on va sentir que derrière, il y a une note de tendresse. Peut-être que c'est intéressant du coup de se fier à la tendresse. Puis peut-être qu'il faut se méfier de personnes qui ont l'air extrêmement gentilles et toutes douces, et derrière lesquelles, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez qu'il y a une énorme violence. Quelquefois, quand on pense ça, on s'en veut quelquefois soi-même en disant non, mais attends, j'exagère un peu là, j'ai aucune raison de penser que cette personne est violente, alors qu'elle a l'air comme ça tellement, tellement gentille. Eh oui, mais écoutez-vous. Écoutez-vous, on a un sens de l'ouïe qui peut être beaucoup plus subtil qu'on ne le croit, et c'est vrai que bien souvent, il faut écouter ce genre de choses. Bon, on n'a pas à juger quoi que ce soit par rapport à ça, mais en tenir compte parce que nous sommes des êtres complexes. Quelle est notre dominante? Quelle est la note qui va dominer donc à un moment donné chez nous? C'est ça qui est intéressant et que va nous amener le sens de l'ouïe. Surtout que par rapport à cette cohérence qu'on devrait avoir, ça nous fait penser que le sens de l'ouïe, il est là pour développer l'accueil. C'est le titre de ce soir. L'ouïe porte de l'accueil. La capacité d'accueillir vraiment quelqu'un dans tout ce qu'il est. Et vous voyez, je ne dis pas accueillir dans le sens bonjour, bienvenue. Non, vraiment, accueillir, c'est prendre en compte. La capacité de prendre en compte pleinement quelqu'un, d'accueillir pleinement quelqu'un, c'est l'entendre. Et voilà pourquoi finalement c'est tellement important de développer ce sens subtil de l'ouïe, parce qu'on va pouvoir véritablement entendre quelqu'un. Seulement, on n'est pas neutre, on n'est pas encore impersonnel. Voilà pourquoi face à cela, il est vraiment important d'arriver à se dire, j'entends ça, mais je suis moi-même peut-être dans la projection. J'entends à travers mes filtres, j'entends à travers ce que je veux bien entendre. On connaît tous le vieil adage, on entend ce qu'on veut bien, ce qu'on entend. Bon, d'accord. Et donc je ne suis pas forcément un modèle de neutralité par rapport à mon écoute. Il faut véritablement s'interroger sur l'écoute elle-même, puisque nous ne sommes ni neutres ni impersonnels et qu'on écoute à travers nos propres filtres et nos propres déformations. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'écoute? Quand on pose une question, à savoir, quand j'écoute quelqu'un, qu'est-ce que j'écoute? On aurait tendance à répondre, j'écoute la personne en question. Oui, ça ce serait bien. Mais ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. En effet, la personne qu'on écoute avant tout, c'est nous-mêmes. On s'écoute nous-mêmes, parce que nous sommes toujours la personne la plus importante à nos yeux. Donc on va s'écouter nous-mêmes. Je vous donne 4 exemples de mauvaise écoute ou de problèmes d'écoute. Premièrement, j'écoute la personne, ce qu'elle me dit, mais je ne fais pas mieux que OK Google et Siri, je prends les choses pour ce qu'elle me dit, pour argent comptant, et je lui donne des renseignements, elle me dit, je lui dis, elle me dit, je lui dis, on discute comme ça, du temps qu'il fait, etc. T'as fait, j'ai fait, bon. Quelle écoute profonde par rapport à ça? Rien. On reste dans le factuel pur. Deuxième type d'écoute. La personne me raconte toujours des histoires, un petit peu, les siennes, etc. Mais comme ce sont ces histoires et que moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je décroche régulièrement. De temps en temps, je raccroche un peu. Ah bah oui, bah c'est sûr, quand même pour avoir de quoi répondre éventuellement. Mais je décroche. Quelle est ma qualité d'écoute? 0. Troisième cas. J'écoute, mais, et on verra pourquoi la fois prochaine, le sens du toucher qui suit de très très près le sens de l'ouïe, eh bien, il va arriver tout de suite. Si bien que j'écoute par le toucher. Et en plus, je vais le dire, ce que tu dis là, ça me touche, mais ça me touche. Non mais, t'entendre le dire comme ça me touche énormément, parce que moi je suis passé par là, j'ai aussi cette difficulté, j'ai aussi ce problème, et je me souviens qu'à l'époque j'avais été extrêmement touché, j'avais été remué, et le fait que tu m'en parles comme ça réveille en moi ce côté-là. Mais on peut le faire version gay, hein. Oh, c'est super, ah, t'es allé là pendant tes vacances? Moi aussi, j'y suis allé il y a 3-4 ans, moi, c'était chouette. Non, mais ce que tu dis, ça réveille en moi, oui, c'était bien. Oh, ça m'avait touché, ce lieu, c'était fabuleux. Les gens m'avaient beaucoup touché, surtout, c'était vraiment extraordinaire. Ben, taisez-vous, la personne est lancée, elle parle maintenant de ses vacances, elle n'en a rien à foutre des vôtres. Donc, là encore, quand on écoute par le toucher, écoute, qualité 0. Quatrième cas, le sens de la vue, qui n'est jamais très loin, arrive au triple galop. Et donc j'écoute par la vue. Et en plus, on le dit, parce qu'à chaque fois on annonce la couleur. Ah oui, mais je vois.
Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ah oui, oui, non, mais je vois très, très, très bien. Ah oui, non, mais non, non, si, 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 je vois très, très bien. Oui, non, parce que, alors, quand la personne vous dit ça, c'est pas la peine, arrêtez, elle a déjà sa réponse. Elle attend simplement que vous vous arrêtiez pour placer ses solutions. Parce qu'elle a compris le problème, elle a même mieux compris que vous. Non, non, mais j'ai vu, non, mais moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait dans ce cas-là, parce que peut-être que ce serait bien que tu fasses la même chose. Et donc voilà, c'est foutu. Qu'est-ce qu'elle a écouté? Rien du tout. Ceci dit, quelquefois, on a tort de leur tendre la perche. On explique quelque chose, on parle à quelqu'un, puis on leur dit, tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un vous fait le coup, vous répondez, non, 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 pour l'instant je vois rien, je me contente de t'écouter. En effet, on verra donc dans les mois qui viennent que le toucher vraiment ajoute une note d'évaluation de l'émotionnel ou la sensibilité ou d'autres qualités fondamentales. Et donc on amènera effectivement le toucher après l'ouïe. On amènera la vue qui amènera une compréhension mentale, mais en temps et en heure. Mais souvent, on ne prend pas le temps d'écouter, c'est-à-dire vraiment d'entendre vraiment ce que dit l'autre. Et aussitôt, comme on s'écoute nous-mêmes, et ben comme je m'écoute moi, et ben mon toucher, ma vue, tout ça, ça revient, et hop là, on y va gaiement. C'est pour ça que vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir le sens de ces deux mots que je n'arrête pas d'utiliser depuis tout à l'heure, écouter et entendre. C'est pas du tout la même chose. Souvent, dans le quotidien, on peut employer l'un pour l'autre, et pourtant, ils ont vraiment des sens différents. Le mot entendre n'a strictement rien à voir avec écouter, au départ. C'est simplement une histoire de compréhension. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné l'entendement. Quand on est dans l'entendement, c'est qu'on est vraiment dans l'intelligence, dans la compréhension. On comprend les choses. Bon, un bon entendeur salut, c'est si tu as bien compris, ok. C'est vraiment pas si tu m'as bien écouté, c'est tu as bien entendu. Et nous-mêmes, quand on dit à quelqu'un, oui, oui, j'entends ce que tu dis. Voilà, ça veut dire je comprends. Donc naturellement, comme ça se disait souvent à propos d'écoute, on a souvent quelquefois un petit peu mélangé écoute et entendement. En fait, il faut se rendre compte que l'écoute, c'est vraiment une concentration, c'est tendre l'oreille vers l'avant, c'est être capable justement de remonter plus loin et d'écouter la personne, en évitant les quatre défauts, l'écouter simplement style OK Google, l'écouter en pensant à autre chose, avec le toucher et avec la vue. Donc voilà, on essaie vraiment d'écouter la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qui va en résulter si on a une bonne écoute? Un entendement. Ça veut dire que du coup, j'ai entendu ce que tu avais à dire. Oh, pas forcément ce que tu as dit, mais ce que tu avais à dire profondément que tu n'as peut-être pas dit. Ou en tout cas ce que tu as exprimé par tes paroles qui étaient peut-être indirectes mais que tu as véritablement dit. Ça, je l'ai entendu. Et quand on a vraiment entendu quelqu'un, on est allé vraiment bien au-delà de l'écoute. On peut apparemment écouter attentivement quelqu'un, mais si je le fais avec le toucher, si je le fais avec la vue, etc., j'ai beau avoir écouté attentivement la personne, je n'ai rien entendu. On peut vraiment écouter chaque parole, même la répéter tellement je l'ai bien écoutée, mais je n'ai rien entendu, je n'ai rien compris. Voilà l'importance, vous voyez, de ce processus d'écoute. Ce qui pose des questions, justement, de dire, bah alors, pour obtenir une bonne écoute, qu'est-ce qu'il va falloir? Une bonne écoute, c'est avant tout un renoncement. En effet, pour pouvoir véritablement bien écouter, on voit bien que la difficulté, c'est nous-mêmes. La difficulté, c'est ce qu'on est. C'est qu'on s'écoute nous-mêmes. On est complètement dans notre ambiance et tout s'écoute, tout se voit, on verra, tout se touche à travers nous. Donc, à chaque fois, pour obtenir un développement supérieur des sens, il faut se dégager de soi-même, renoncer à soi-même. Pour pouvoir écouter, par exemple, il faut vraiment pouvoir renoncer à ce qu'on sait, à ce qu'on a compris, à nos a priori, à tout ce qu'on est persuadé de savoir. Même si on se dit, oh, je ne sais pas tout. Non, mais j'ai un avis sur tout. Et quel que soit le sujet abordé, j'ai déjà un avis qui est tout prêt. Et si je ne m'en débarrasse pas, il ne s'agit pas de l'ignorer, hein, mais si je ne le mets pas de côté, mais comment est-ce que je peux entendre la nouveauté? Mais je ne peux pas. Il faut se rendre compte que tant qu'on ne fait pas un certain vide, je ne peux pas du tout percevoir ce qui est nouveau. Parce que ce qui est nouveau, ou ce que me dit quelqu'un, je vais l'entendre avec mes propres filtres. Si je connais quelque peu le sujet, quand quelqu'un parle, quelquefois c'est très difficile de pouvoir accueillir avec un état de vacuité extraordinaire. Souvent on le fait parce qu'on fait des commentaires en direct avec ce que l'on est. Et donc une véritable écoute, ça va demander de faire le vide, ça va demander d'arriver à renoncer à tout ce qu'on sait, à tous nos a priori. Je vous rappelle cette histoire du philosophe occidental qui va trouver un sage oriental pour lui dire « Je viens vous voir parce que je connais bien les philosophies occidentales, mais j'ignore tout
de la philosophie orientale. Et donc j'aimerais que vous m'enseigniez cette philosophie orientale. Et le sage lui dit, mais très bien, auparavant nous allons procéder à la cérémonie du thé. Cérémonie du thé, c'est assez long, c'est un cérémonial, c'est un rituel, c'est un ensemble de sons. Et à partir de là, donc, vient le moment où le sage occidental doit amener son bol pour qu'on lui serve le thé. Donc il prend son bol, il le met comme ça, et le sage oriental lui met du thé presque à ras-bord. Puis au moment donc où le philosophe reprend son bol, il lui fait signe. Ah bon, il tend son bol. Et à ce moment-là, le sage oriental continue de verser. Évidemment, très très rapidement, ça dégouline partout sur le bol, ça déborde, ça brûle les doigts du philosophe occidental qui lâche. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non, je voulais simplement vous montrer comment vous étiez. Par conséquent, vous êtes exactement comme ce bol de thé. Vous êtes tellement plein de choses, tellement plein de certitudes, tellement plein de connaissances, tellement plein de vos philosophies, que vous êtes comme ce bol de thé. Il n'y a pas moyen de faire rentrer quoi que ce soit d'autre. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous enseigner? Ça ferait exactement comme le thé en surplus, ça dégoulinerait sur les bords de vous, ça passerait comme ça, et vous ne retiendrez rien, vous n'en ferez rien, tout simplement parce que vous êtes beaucoup trop plein. Si vous voulez véritablement que je puisse vous enseigner quelque chose, il faut d'abord que vous vidiez complètement votre bol de thé, et à nouveau que vous créiez cette vacuité, et là je pourrais peut-être vous enseigner quelque chose. Nous, on est souvent comme ça dans notre quotidien. Je vous le disais, on ne sait pas tout, mais on a l'impression finalement qu'on a un avis sur tout. Et que quand on écoute quelque chose, la plus grande difficulté, c'est justement de réussir à mettre tout cela de côté. C'est à réussir à vider son propre bol, de manière à pouvoir avoir une vacuité avec laquelle on va réécouter d'une oreille toute neuve quelque chose de nouveau. D'ailleurs, à un moment donné, on s'en souvient nous-mêmes, on nous dit, mais j'en ai ras-le-bol. Quand on en a ras-le-bol, c'est le moment effectivement de faire le vide pour pouvoir percevoir quelque chose d'autre. Mais vous voyez, comme la plupart du temps, faute de cette vacuité, on a beau lire et relire et écouter des conférences et aller sur Internet et écouter toutes sortes de choses, on ne se rend même pas compte que ça dégouline complètement et que nous, on reste toujours de notre vieux thé dans notre vieux bol depuis un bon bout de temps et que ça n'a pas changé. Et que comme on a l'impression qu'on remplit les choses, mais non, on ne remplit rien du tout, ça coule à côté. Et on se dit, moi j'ai un mal fou pour retenir les choses, alors j'en écoute des trucs, j'en lis des choses. Ah bah oui, ça dégouline et puis ça part. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir que écouter, c'est d'abord renoncer. Renoncer à notre savoir, renoncer à ce qu'on sait, renoncer à nos certitudes, renoncer à avoir raison, renoncer à dire que forcément on a la vérité. Même si c'est pas faux ce qu'on sait, mais par définition se dire je mets ça de côté. Il y a une épreuve difficile qui est racontée dans les livres ésotériques. C'est ce qui se passe quand on devient un disciple qui n'apprend plus rien par l'extérieur, plus rien dans les bouquins, plus rien à n'importe quel niveau. On va apprendre tout d'âme à âme. On est enseigné d'âme à âme. Et cet état est décrit comme étant l'état du renoncement total. À savoir que quand on en arrive à ce moment-là, généralement, on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup étudié. Toutes ces études étant absolument indispensables pour en arriver à ce stade. C'est là que c'est bizarre. Je dis bien, toutes ces études, tous ces enseignements qu'on a eus pendant des années, peut-être des vies, sont indispensables pour arriver à ce stade. Et à ce stade, qu'est-ce qu'on s'entend dire intérieurement? Lâche tout. Là où tu vas maintenant, ce qu'on va t'apprendre maintenant n'a plus rien à voir avec ce que tu as appris. Donc tu abandonnes tout, tu mets tout ça au panier, tu vides ton bol. Maintenant, il va se remplir d'une manière entièrement nouvelle. On peut imaginer qu'un certain désespoir, à un moment donné, nous prenne en disant « Mais ça a servi à quoi tout ça ?» Arriver au point où tu peux vider ton bol. Si tu n'étais pas passé par toutes ces connaissances, tu ne serais pas arrivé à ce point. Donc tout est indispensable. Mais vous voyez, quel que soit le niveau qu'on est, à un moment donné, il faut pouvoir constamment se dire « Voilà, on vide le bol pour pouvoir remplir quelque chose de nouveau. » Et c'est incessant. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous suivre certainement très 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 loin dans notre évolution, peut-être même au-delà de la Terre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir cette disponibilité et de concevoir que bien écouter, c'est d'abord renoncer à soi-même, à toutes ces certitudes et à tout ce qu'on est. Alors qu'est-ce que ça demande? Bien écouter, ça va demander d'abord de se poser. Se poser. C'est peut-être la chose la plus difficile pour bon nombre de personnes. Se poser. Oh, vous avez des personnes qui peuvent se poser physiquement.
Ça veut dire que c'est difficile. Elles bougent tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire, elles sont toujours en mouvement, elles ont toujours besoin de bouger. Voilà, ce sont des gens qui ont besoin vraiment comme ça physiquement de bouger. Et puis vous dites, non mais t'arrives pas à te poser? Si, j'y arrive. Si vous pouviez visualiser ce qui se passe, la personne, effectivement, le mouvement se réduit au niveau physique, ça se calme au niveau physique, et tout le mouvement remonte à la tête, et là, je suis calme. Très très calme, oui. Et donc, se poser, c'est pas simplement poser son corps physique sur une chaise, c'est poser ses énergies, c'est poser son corps émotionnel, c'est poser son corps mental, c'est poser tout ça. On ne fait rien si on ne peut pas avoir ce moment de pause, qui n'est pas toujours facile à avoir. C'est pour ça que la plupart des enseignements sur la méditation commencent par des méditations très simples. On va compter, on va se concentrer sur sa respiration. Ce n'est pas la peine de faire des choses plus compliquées. Le principal, c'est d'arriver déjà à se poser complètement. Voilà, ça, c'est vraiment le premier point. Point, justement, il va nous amener à cette vacuité que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas écouter autre chose si on n'entre pas justement dans cette vacuité. On appelle quelquefois un vide plein. On sait bien que ce n'est pas vide, qu'il c'est plein d'autre chose, mais c'est le silence que j'ai décrit tout à l'heure. Le but de Louis, c'est de nous faire véritablement entrer dans ce silence avec un S majuscule. Ça, c'est vraiment le but fondamental. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour entrer dans le silence, il faut d'abord faire silence, avec un petit S. Et c'est pas si simple. Faire silence, c'est cette immobilité, c'est faire taire tous nos petits corps, faire taire toutes nos pensées. Et c'est pas simple. Vous savez que lorsque vous vous asseyez pour méditer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes vos pensées qui n'ont jamais pu atteindre votre cerveau, parce que vous êtes tout le temps tellement occupé, tellement débordé, à tellement faire quelque chose que aucune de vos pensées n'a pu vous atteindre, au moment où il dit chic, il s'assoit. Oh, il se calme, il se pose. Et à ce moment-là, toutes vos pensées arrivent. Ah oui, il faut que je pense qu'il faut que j'écrive un mail par rapport à ça. Tiens, il faut que je téléphone aussi. Je dois organiser il faut que je m'en occupe. Bref, tout ce que vous avez à faire vous assaille. Parce que souvent, l'erreur que l'on fait, c'est de dire je repousse et je médite quand même. Non, non. Laissez-les passer. Et éventuellement, prenez même de quoi noter et notez-les toutes. Vous allez voir que ça s'épuise très vite. En 5 minutes, vous avez tout épuisé. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, téléphoner à machin. Ah oui, envoyer un mail à truc. Ah oui, organiser ça. Ah oui, penser à ceci, penser à cela. C'est fini? Il n'y a plus personne? Bon, et là, vous pouvez commencer la méditation. Donc oui, c'est vraiment intéressant de voir que c'est normal. Toutes les choses qu'on a à traiter, elles vont profiter de ce moment de pause. Ne croyez pas qu'il n'y ait que le moment de la méditation qui puisse nous faire ça. Donc voilà pourquoi ça, on appelle ça faire silence, pour pouvoir ensuite véritablement entrer dans le silence. Et là, c'est là qu'on trouve naturellement l'attitude méditative, qui est une attitude tout à fait fondamentale pour entrer dans le silence. On est vraiment dans la science de Louis. Louis, c'est rien d'autre finalement que la préparation de la méditation. C'est découvrir qu'au-delà de nous, au-delà de nos vibrations habituelles, au-delà de la présence habituelle, il y a d'autres présences, il y a d'autres choses. Justement, dans ce silence avec un S majuscule, je vous disais combien il peut y avoir le monde de l'âme, mais le monde des planètes, le monde des énergies, tout est là, tout est à notre disposition dans cet univers. Simplement, on n'est pas habitué, on ne sait pas encore l'entendre, mais c'est là. Et la méditation, c'est notre capacité à rendre notre sens de l'ouïe de plus en plus subtil pour que progressivement, il puisse entendre cela. Il puisse entendre ce silence intérieur. Alors à ce moment-là, quand on a commencé à bien comprendre ce que nécessite cette écoute, vous voyez, cette écoute qui nécessite justement ce renoncement, se poser, la vacuité, méditer pour entrer dans le silence, alors on peut découvrir le troisième point, le niveau supérieur de l'ouïe, qui est ce qu'on appelle la clairaudience supérieure. Là, on est sur le plan mental et sur le plan de l'âme. Le plan mental concret, avec l'émotionnel, il se trouve là, au niveau de la clairaudience émotionnelle. Au quotidien, c'est là que nous sommes. Dès qu'il s'agit de la clairaudience supérieure, c'est le mental abstrait qui sert de véhicule donc à l'âme pour s'exprimer. Donc là, on se trouve vraiment sur ces plans-là. Et là, on va entendre tout à fait d'autres choses. Je vous parlais de méditation, c'est parce qu'on va commencer à entendre d'autres présences. On entend généralement parler dans les écrits de ce qu'on appelle la voix du silence. Qu'est-ce que c'est que la voix du silence? Ça pourrait être l'âme pour nous dans un premier temps, avant que ce soit peut-être des écoutes plus élargies. C'est d'abord l'âme que nous sommes.
Et finalement, le sens de l'ouïe va nous dire, découvre, encore une fois, avec la même question, en présence de quoi, en présence de qui est-ce que je suis? Eh bien, tu es en présence de l'âme. Et donc, si tu es en présence de l'âme, écoute le son de l'âme. Écoute la vibration de l'âme. Bien évidemment, écouter le son de l'âme, quelquefois, c'est trompeur. Certaines personnes s'imaginent qu'elles vont entendre un petit ding, un petit coucou, quelque chose comme ça. Non, bien évidemment, c'est pas ça. C'est avant tout un état vibratoire de qualité. C'est avant tout quelque chose qui, au début, qu'on n'ose pas interpréter dans ce sens parce que ça nous se semble tellement proche de nous. On dit, non, il me semble que je sens quelque chose d'autre, il me semble que je sens comme une présence. C'est normal. Dès qu'on sent une présence, c'est le sens de l'ouïe. En présence de quoi sommes-nous? Une présence différente, une présence qualitative. Mais ça se mélange un petit peu avec ce que je suis. C'est normal aussi. Là encore, il y a un paradoxe. On s'attend à ce que l'âme soit en dehors de nous. Non. Ce que je suis n'est pas restreint à mon corps physique, dense. Ce que je suis, c'est l'ensemble de l'aura. C'est une bulle immense, comme ça, à tous les niveaux. Ça, c'est tous mes corps, ça, c'est tout ce que je suis. Et l'âme n'est simplement qu'au sommet de l'aura. Mais c'est ce que je suis. Je suis tout cela. Donc c'est normal qu'au début, je ne sache pas bien distinguer ce que je peux sentir comme présence, et puis ce que je sens comme présence tout à fait habituelle, le moi qui est là. Et puis, en méditant, en écoutant, en étant de plus en plus justement dans cette vibration silencieuse, j'arrive de mieux apercevoir de quoi il s'agit. J'arrive de mieux en mieux apercevoir une qualité fondamentale, une qualité d'être. Ce qui est important, pour aussi bien la distinguer avec le moi, c'est que cette qualité d'être, elle doit absolument être et vous mettre en rapport avec le global, avec l'ensemble, avec le tout. En effet, le monde de l'âme ne connaît pas l'individualité. Donc si vous sentez que c'est une qualité que vous êtes, vous, particulièrement, allez plus loin, écoutez beaucoup plus loin, reportez votre tension d'écoute encore mieux. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nous met vraiment en présence avec des qualités tout à fait globales, telles que l'amour, l'unité, la lumière, la clarté, l'intelligence, l'harmonie. Ce sont des choses qu'on est amené progressivement à pénétrer parce qu'on en sent la présence. Et puis on verra que pour devenir complètement cela, eh bien ce sera le sens du toucher. C'est ce qu'on verra la fois prochaine. On deviendra complètement cette qualité avec le sens du toucher. Mais pour ça, il faut d'abord l'avoir entendue, repérer comment elle sonne, comment elle est. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de s'habituer progressivement à notre propre note d'âme. On la connaît de mieux en mieux. Elle est là. Et c'est ce qui va nous permettre, par comparaison, d'entendre la note des autres. On va quelquefois s'apercevoir que, tiens, avec telle personne, c'est amusant parce que quand je l'écoute à un niveau supérieur, j'entends qu'on a à peu près la même note. Quelquefois, ça se traduit par une sympathie profonde. On s'entend bien. Si on est sur la même note d'âme, qu'est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que tu crois qu'on est frères et sœurs de groupe? Bien entendu. Bien entendu. Et on a des tas d'expressions, donc on ne s'en rend même pas compte. Hein. Par conséquent, c'est important de voir que par contre, quelquefois, on dit « Ah non, mais toi, je te sens, tu es complètement dans une autre note. » On n'a pas la même. Mais ce n'est pas du tout sectaire, hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui « Ah bah non, on n'a pas la même note, on n'a pas la même note. » Au contraire, c'est passionnant de découvrir d'autres qui ont justement une note d'âme différente. Si on parlait en termes de rayons, eh bien tout simplement, ce serait repérer le rayon d'âme de quelqu'un. On est rayon âme 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à chaque fois, c'est des notes différentes, c'est des qualités différentes, c'est des comportements différents. Ça sonne complètement différemment. Mais quand on ne connaît pas les rayons, ce qui n'est pas forcément indispensable, se fier comme ça à ce qu'on va sentir comme présence. Ce que je sens qui est présent en toi fondamentalement, moi je dirais c'est plutôt telle qualité. Donc moi c'est plutôt telle autre. Et puis telle personne c'est encore quelque chose d'autre. Ou telle personne, non, je crois qu'on a exactement la même. Vous voyez, se repérer comme ça à travers nos notes communes. Ça c'est vraiment donc ce que l'on apprend avec la clairaudience émotionnelle. La clairaudience émotionnelle, c'est ce qui nous permet d'entendre en nous la présence de l'âme que nous sommes, et d'en tenir de plus en plus compte, et de se rendre compte que tous les jours, c'est important d'entendre cette note, et de vivre au sein de cette note. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est important dans la clairaudience supérieure, c'est que ça va nous permettre aussi, au-delà des autres, c'est d'entendre la note qui préside à tout événement dans le monde. Tout à l'heure, je vous disais, il y a toujours quelque chose, une intention fondamentale à l'origine de tout son. C'est pour ça que le son est créateur. Il émane d'intentions fondamentales. Quel est le son à l'origine
de tel ou tel événement dans le monde. Quelle est la note clé qui préside à cela? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui retentit? Qu'est-ce qui provoque tel événement, tel désastre, telle avancée dans la société, dans le monde, dans la politique, etc. C'est ce qui va vraiment nous permettre progressivement d'entendre beaucoup plus fondamentalement ce qui se passe. Et ça, c'est très important parce que ça nous donne justement une ouverture sur la causalité du monde. On n'est plus simplement à subir le monde en disant, ben voilà, il se passe ça, à écouter la présence physique des événements, des catastrophes ou des avancées du monde. Non, non, on perçoit la note qu'il y a derrière, la note qui préside à cela. Et du coup, ça peut nous amener vraiment à nous-mêmes à participer autrement au monde, à ne pas nous sentir impuissants, parce qu'on a tous la capacité, d'âme à âme, à participer à toutes les notes fondamentales de tout ce qui se passe dans le monde. Alors qu'on est complètement impuissant face au son physique qu'ont ces événements, on ne peut que les enregistrer, dire, ben voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on y peut? Mais si on entend qu'il y a telle note, si on entend que, paradoxalement, derrière tel événement du monde, il y a une note qui retentit, qui dit, mais aimez-vous les uns les autres. Non, on ne veut pas. Aimez-vous les uns les autres, une note d'amour qui insiste. Et qu'on entend cette note, les événements cessent d'être désespérants. Et on dit, mais ok, encourageons cette note. Et elle va finir effectivement par s'imposer. Et oui, c'était juste un exemple, parce qu'il y a plusieurs notes comme ça qui retentissent actuellement dans le monde. Ça, c'est vraiment être capable de développer notre sens de la clairaudience supérieure et d'entendre qu'est-ce qui résonne au-delà de ça. Et du coup, au fur et à mesure qu'on entend cela, on est de plus en plus en mesure de participer, comme je vous le disais, donc à cette création du monde, et surtout à pratiquer ce qu'on pourrait appeler la parole juste. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous vous souvenez que, pour le goût et l'odorat, à chaque organe de sensation, la langue et le nez, nous avons associé un organe d'action. L'anus pour le goût et les organes sexuels pour l'odorat. Là, l'organe d'action qui est associé donc à l'ouïe, c'est la bouche et la parole. La parole est très très directement reliée au sens de l'ouïe. Et c'est exactement ce qui se passe chez les enfants. Intéressant de voir que les enfants, en bas âge, eh bien, ils baignent complètement dans un univers sonore qui est la langue de leurs parents, quelquefois même deux langues en même temps, ça leur pose aucun problème. Et baignant complètement dans cet univers sonore, ils n'arrêtent pas de l'entendre, ils s'en imprègnent, et ils se mettent à parler cette langue ou ces langues, sans aucun problème. C'est ainsi qu'on apprend tous à parler, en baignant dans un univers sonore. On peut dire, oui, mais bon, voilà, ça c'est loin derrière nous. Non, non, c'est tous les jours. Tous les jours, nous faisons exactement la même chose. Et on ne s'en rend pas compte. De quoi parlons-nous tous les jours? Quels sont nos sujets de conversation? Qu'est-ce qu'on évoque? Exactement ce qu'on écoute. Nous ne parlons que de ce que nous écoutons, pas plus. Ça veut dire que lorsque nous écoutons simplement des faits, lorsque nous ne sommes pas plus que Siri ou OK Google, et qu'on discute simplement des faits, comme ça, factuels, bon, eh ben, on parle de ça. Si vous vous surprenez à parler des faits, c'est que vous en écoutez trop, ou que vous ne développez pas suffisamment une oreille plus interne. Si vous parlez justement de faits émotionnels, c'est que vous êtes justement dans la clairaudience émotionnelle. Et là, vous parlez de ça. Ou bien, si vous parlez de niveau plus haut, ben vous pouvez parler de niveau plus haut. On dit souvent, veillez à vos paroles, elles indiquent très exactement ce que vous écoutez. Alors, c'est embêtant parce que la plupart du temps, je parle de moi. Ben oui, évidemment. On adore s'écouter parler. Vraiment, et comme je vous le disais tout à l'heure à propos de Louis, eh bien, on est notre sujet favori. Même quand on écoute l'autre en clairaudience émotionnelle, souvent on l'écoute mal parce qu'on s'écoute soi-même à travers l'autre. Et la preuve, c'est qu'on n'arrête pas de parler de soi. D'interrompre même souvent les autres qui sont en train de nous dire quelque chose, histoire de parler de soi. Si on commence à y faire attention, vous voyez, au quotidien, c'est là que commence l'auto-éducation, de tous les jours. Parce que les exercices avec les sens, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'ils ne vous demandent pas une seconde de plus. Si vous avez le goût et l'odorat, tous les exercices avec le goût et l'odorat, mais aussi avec l'ouïe, le toucher et la vue, vous allez voir qu'ils ne vont prendre pas une seconde de plus. Quelqu'un vont dire « Oh, la méditation, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps pour l'instant. » D'accord. Par contre, personne ne peut dire « J'ai pas le temps d'écouter au-delà. » Ah non, quand vous écoutez, ça ne vous prend pas une seconde de plus d'écouter autrement. Simplement d'avoir le goût et la sensibilité de le faire, et d'y aller ou pas. Juste ça.
Mais donc c'est ce qui est passionnant, justement, tous les exercices sensoriels, ce sont des exercices d'auto-éducation qu'on peut pratiquer tous les jours, à chaque instant. C'est là qu'on va voir l'intérêt de cette parole. Si je regarde bien ce que je dis, de quoi je parle, ça m'indique de quoi j'écoute. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Alors quand je parle de moi, c'est que finalement, voilà, je m'écoute beaucoup, je parle de moi. Quand je change un peu, je commence à écouter les autres. Là, ma parole change. Je commence à avoir une parole qui est beaucoup plus accueillante, une parole qui est beaucoup plus reconnaissante. Il y a même quelquefois des choses, des moments bizarres. Vous écoutez quelqu'un et vous écoutez plus particulièrement ce qu'il y a derrière de ce que la personne vous dit. Parfois même, ça peut arriver que vous mettez tellement d'attention à bien écouter ce que la personne dit derrière inconsciemment, que vous n'écoutez pas très bien ce qu'elle dit en face, et qu'au moment où vous dites « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Oui, vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment écouté ce qu'elle disait, et que vous allez répondre autre chose. Vous allez répondre sur ce que vous avez entendu. Et la personne va vous dire « Non, mais c'est pas ce que j'étais en train de te dire. Là, tu réponds à côté. » Non, vous ne répondez pas à côté, au contraire, vous répondez en plein dans le mille. Vous répondez direct. Mais pour la personne, quelquefois, ça peut faire un drôle d'effet parce que ce n'est pas forcément la question qu'elle vous a posée ou ce n'est pas ce qu'elle vous a dit directement. Et pourtant, elle sent bien que dans votre réponse, vous dites quelque chose qui est juste. Mais ça lui fait bizarre parce que ce n'est pas du tout ce dont apparemment il était question. Donc voilà comment on va changer. Et puis, plus on va écouter, plus profondément, plus on est dans la clairaudience supérieure et plus on développe ce qu'on appelle la parole de sage. C'est là qu'on apprend ce qu'on appelle le sage usage du silence. Entendons-nous bien sur le mot silence. Il y a deux façons de garder le silence. La première, c'est à la police. Quand vous voulez rien dire, vous pouvez garder le silence. Ça, c'est le silence avec un petit S. Ça donne ce qu'on appelle chez nous le mutisme. Par contre, la façon plus subtile de garder le silence, c'est garder le silence avec un S majuscule. Garder le silence, ça ne veut pas du tout dire que vous ne parlez pas. Vous pouvez même parler. Mais vous gardez le branchement sur l'écoute supérieure. Vous gardez le branchement sur ce silence fondamental. Vous ne quittez pas cette capacité d'entendre, même si vous n'entendez strictement rien, mais d'être en tout cas d'être à l'écoute de ce qui peut venir plus haut. On pourrait dire c'est d'être aligné. Et là, tout en parlant, même éventuellement du temps qu'il fait, ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas de ça qui va véritablement s'échanger, c'est de votre capacité à pouvoir rayonner le silence à travers des mots complètement anodins. Et vous gardez le silence tout en parlant. Donc quand on dit de garder le silence, c'est pas se taire, c'est pas faire une retraite où vous n'allez pas du tout parler. Ça, c'est du mutisme. C'est de garder le véritable contact avec le haut, tout en pouvant éventuellement parler et mener une vie sociale normale, parce qu'on est là quand même pour ça, on n'est pas là pour vivre tel des moines. Et donc c'est une capacité de garder le silence fondamental, tout en pouvant exprimer donc des choses tout à fait anodines avec les autres. C'est ça qu'on appelle finalement notre capacité à développer de plus en plus une clairaudience, et aussi à développer ce qu'on appelle des paroles de sages, telles qu'on peut tous en lire dans différents bouquins. Intéressant de voir aussi l'histoire du mutisme. En effet, on a vu que pour chaque sens, quand il ne fonctionne pas, l'organe d'action ne fonctionne pas. Donc, il y a un problème. Eh bien, quand l'ouïe ne fonctionne pas, l'organe d'action ne fonctionne pas et on est muet. Voilà pourquoi on parle souvent des sourds muets. Si je suis sourd, je ne peux pas parler. On va dire, voilà, ça ne nous concerne pas. Erreur, ça nous concerne tous les jours. Si je suis sourd à certaines vibrations subtiles, si je suis sourd à la voix du silence, si je suis sourd à des choses plus fondamentales, comment pourrais-je en parler? Je ne peux pas. Donc sur ces sujets particuliers, je suis muet. Je ne peux parler que de ce que je connais, je ne peux parler que de ce que je vis, je ne peux parler que de ce dont je suis capable d'écouter, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc tout ce que pour l'instant je ne suis pas encore capable d'entendre fondamentalement, eh bien je ne peux pas en parler. Oh, je peux parler de ce que je lis dans des bouquins, mais voilà, c'est un certain entendement, mais ce n'est pas ce que je vis fondamentalement. Voilà pourquoi il faut se rendre compte qu'en fait, nous pouvons parler uniquement que de ce que nous vivons, et que sur tous les autres sujets, eh ben, nous sommes remarquablement muets, mettant ainsi complètement en lumière ce processus d'action entre le sens de l'ouïe et la parole juste, ou l'absence de parole quand on n'entend pas. Vous voyez le pouvoir créateur du son, le pouvoir créateur de la parole, le pouvoir créateur justement de l'ouïe. On dit souvent que l'écoute est un art créateur par le biais de la parole.
Oh, bien sûr, hein, cet art créateur, il est plus ou moins sublime, il est plus ou moins intéressant, il est plus ou moins égoïste, il est plus ou moins global, mais voilà ce que nous pouvons pratiquer avec cet aspect-là. D'où l'extraordinaire importance dans le monde de l'éducation. Là encore, on parlait l'autre jour qu'il fallait vraiment envisager non pas un élevage, comme on le faisait maintenant, mais une éducation, amener les gens au-delà d'eux-mêmes, vers la présence qu'on peut chacun entendre au-delà de nous-mêmes, et donc nous conduire progressivement vers cette présence fondamentale, au-delà des sons habituels que nous pratiquons. C'est ça que nous avons véritablement à faire. Et donc, à travers ça, il nous faut écouter les enfants, si on parle justement d'éducation des enfants. Comment peut-on réussir à éduquer les enfants si on ne les écoute pas? Si on est certain, si même avec eux, on ne fait pas le vidage de bol. Ah ouais, maman, les enfants, ras-le-bol. Bah, raison de plus, vas-y, vide. On croit tout savoir sur les enfants, on croit tout savoir sur ce qui est nécessaire, on croit tout savoir sur ce qui leur ferait du bien. Et si on les écoutait véritablement, si on écoute au-delà, bien entendu, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que demande leur âme, qui sont bien incapables d'exprimer consciemment? Qu'est-ce qu'ils demandent? Comment est-ce qu'on est capable, nous, de développer justement une ouïe subtile pour percevoir que pour tel ou tel enfant, c'est évidemment pas la même chose pour chaque enfant, c'est ce qui complique l'éducation. Eh bien, il y a quelque chose d'autre qui peut être demandé et qu'on peut entendre. Mais vous voyez, souvent, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Laissez-moi parler. C'est moi qui parle, c'est moi qui vous dis les choses. Vous avez à apprendre ce que j'ai à vous dire. Quand est-ce qu'on les écoute? Quand est-ce qu'évidemment on peut avoir à partir de là une parole beaucoup plus juste? Voilà sur des éléments fondamentaux sur lesquels l'éducation du futur devra complètement mettre l'accent, sur cette capacité d'écouter. Et au quotidien, c'est pareil pour nous. Combien de fois, au moment où quelqu'un va nous parler, on dit « Ah bah vas-y, oui, attends, je sais à l'avance ce que tu vas me dire, je te connais. Qu'est-ce que vous voulez écouter ?» Vous n'entendez rien du tout. On n'entend rien. Donc là aussi, au quotidien, c'est vraiment très important de pouvoir mettre nos a priori de côté, comme je disais tout à l'heure. Regardez par exemple la façon dont on écoute les discours politiques. Quand vous avez un discours politique qui est fait, on se demande à quoi ça sert. Parce que toutes les personnes qui sont contre l'individu qui s'exprime, elles vont toutes vous dire après: c'était nul, c'était vraiment mauvais, on sent l'hypocrisie et le mensonge, c'est vraiment quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est méprisant, c'est quelqu'un qui se fiche du peuple, etc. Ils auraient pu le dire avant, hein, parce qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est le même discours. Donc c'était même pas la peine qu'ils écoutent le discours. Ils sont tellement pleins de leur certitude qu'il n'y a pas une goutte du discours qui a pu rentrer. Par contre, tous les partisans, c'est pas la peine non plus qu'ils écoutent, parce que c'était génial. Il y avait des notes d'amour, il y avait des notes de compréhension, là vraiment, il y avait des notes d'intelligence. Oui, ben voilà. Donc à quoi ça sert de faire un discours, puisque de toute façon, elle est écoutée de chaque côté par des gens qui en ont ras-le-bol plein, de pour et de contre, et donc ça glisse dessus comme une bolle de thé. Ça ne sert strictement à rien. Et pourtant, on pourrait essayer d'écouter ce qu'il y a derrière, même si on n'est pas d'accord. Je ne vais quand même pas le faire avec des discours d'extrême droite, mais bien sûr que si. Écouter quelqu'un pour savoir quelle est la note fondamentale qu'il y a derrière, ça ne veut pas dire épouser ses idées, ça ne veut pas dire être d'accord. Derrière des râleries profondes, on peut trouver de la douleur, on peut trouver du mal-être, ou on peut trouver finalement quelque chose qui cherche à s'exprimer, et qui s'exprime très maladroitement par tel ou tel mouvement, ou par telle ou telle protestation. Mais ça ne nous empêche pas d'entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a forcément quelque chose à écouter. Mais si on est plein de nos certitudes, on ne peut rien faire. Oui, et c'est à tout cela qu'on doit s'éduquer constamment au quotidien, à écouter les notes qui nous entourent, les notes de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, je vous dis, chaque seconde peut être mise en jeu parce que, à quelque niveau que ce soit, on peut toujours écouter au-delà des apparences. Et puis, nous-mêmes, j'en disais un petit mot tout à l'heure, nous avons une note physique, une note émotionnelle, une note mentale, une note de personnalité, une note d'âme. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que vous pouvez tous dire comme ça au débeauté quelle est votre note physique, votre note émotionnelle, votre note mentale, votre qualité? J'y ai jamais pensé, mais on pourrait y penser. Oui, ce sera intéressant. C'est intéressant de s'écouter aussi soi-même à ce niveau-là. Et puis même si vous vivez en couple depuis quelques années, vous pouvez dire quelle est la note d'âme de votre conjoint, sa note de personnalité, sa note mentale, émotionnelle, physique, celle de vos enfants, celle de vos parents, celle des amis avec lesquels vous vivez? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que finalement, en présence de qui sommes-nous? Avec qui vivons-nous? On n'en sait rien puisqu'on ne prend pas le temps de les écouter. On prend le temps simplement de dire, ce sont des personnes qui parlent comme ça, je connais le son de sa voix, il dit ça, généralement c'est quelqu'un qui a tel caractère, qui a tel... Oui, mais
derrière tout ça, derrière les apparences, avec qui vivons-nous autour de nous, sur la planète? Voilà, vous voyez, le sens fondamental de l'éducation de Louis. Je vous propose de méditer là-dessus.